Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut régional d'administration de Lille et de la PFRH Normandie. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. Je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Je passe la parole à Cécile Paranut, directrice de l'IRA. Bonjour, je suis très heureuse d'être présente parmi vous ce matin pour ouvrir ce podcast dédié au témoignage d'une femme dont le parcours professionnel est inspirant. Ce témoignage s'inscrit dans le cadre de la 4e séquence du parcours égalité professionnelle que nous avons monté en collaboration avec la PFRH Normandie et dont c'est la 2e édition. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir les 11 stagiaires qui participent à ce module. Pour ce témoignage d'une femme inspirante, nous avons sollicité Madame Anne-Claude Lamure-Baudreux, qui est directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport à la ville du Havre, et dont je remercie encore pour sa participation. Et ce sont nos 11 participantes de la formation qui vont animer cet échange inspirant, et c'est donc à vous de jouer, mesdames. Anne-Claude Lamure-Baudreux n'est pas entrée dans la fonction publique par hasard. Des archives de France au service de la ville du Havre, être utile aux autres a toujours été le rail sur lequel sa carrière est lancée. Alors qu'elle débute sa vie professionnelle, en tant que conservatrice du patrimoine au service des missions, elle réalise rapidement qu'être témoin de l'histoire contemporaine et l'archiver ne suffira pas à son accomplissement. Ce qu'elle veut, c'est monter dans le train et pourquoi pas le conduire. C'est au sein de la fonction publique territoriale, de l'Aude à la Drôme, qu'elle relève successivement plusieurs challenges professionnels, jusqu'au poste de directrice générale adjointe en charge du département développement social, famille et sport de la ville du Havre. Pas de doute, travailler au sein d'une ville dirigée par Édouard Philippe, un élu de premier plan, donc souvent sous le feu des projecteurs, doit être un défi en soi. Mais au-delà de cette liste d'accomplissements, Anne-Claude Lamure-Baudreux est avant tout une femme engagée et aux valeurs de partage. C'est notre femme inspirante du jour. Merci d'être présente pour répondre à nos questions. Et c'est moi qui vais poser la première question à Madame Lamure-Baudreux. Madame Lamure-Baudreux, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? À ce stade de ma carrière, c'est important pour moi de pouvoir partager, de pouvoir dire aux jeunes femmes qui souhaitent démarrer une carrière de cadre, c'est possible, on peut y arriver et vraiment personne n'en est empêché. Toutes ces limites, ces croyances limitantes, on peut les dépasser. Et moi, maintenant, là où j'en suis arrivée, j'ai envie de dire aux plus jeunes, allez-y et je ne dirais pas jusqu'à dire que je suis une personne inspirante, je trouve ça horriblement gênant, mais en tout état de cause, si présenter ma carrière et dire comment j'y suis arrivée, ça peut donner à d'autres l'idée que ouais, c'est possible aussi pour elles, parce que loin d'être une personne inspirante, je suis madame tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment important. Vous êtes directrice adjointe générale en charge du développement social à la famille et sport à la ville du Havre. Pouvez-vous nous décrire vos missions ? Le département de développement social, famille et sport, c'est le département de la ville du Havre qui s'occupe des services aux habitants. On a une population dont les caractéristiques sont quand même pour partie une certaine précarité, des difficultés. C'est une ville qui a un passé et même un présent ouvrier avec la prévalence des activités industrialo-portuaires, de sorte que notre travail au département de développement social, famille et sport, c'est vraiment ça, de créer ces conditions pour que les habitants voient leur situation s'améliorer. Au début de votre vie professionnelle, aviez-vous imaginé un plan de carrière ? Non, absolument pas. J'ai été toujours poussée par l'éducation nationale. Enfin, je dois vraiment beaucoup à mes enseignants qui m'ont dit mais il faut faire des études. Mais à vrai dire, dans ma famille, personne ne savait quelles études je pouvais faire. Et moi-même, enfin, on sait bien que quand on arrive au lycée, même il y a quelques années en arrière, on ne sait pas trop où on va aller. Donc moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Il se trouve que j'adorais le latin. C'est une chose extraordinaire, mais j'adorais le latin, j'adorais le grec, et j'aimais beaucoup faire de l'histoire. Et donc on m'a dit, mais fais donc l'école des chartes, tu verras, ça correspond tout à fait à tes envies. Bon.
Donc j'ai fait l'école des chartes, oui, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis entrée à l'école des chartes, j'en suis sortie, je suis devenue conservateur du patrimoine option archives, mais non, j'avais pas du tout idée de ce que je ferais après. Et c'est vraiment les hasards de la carrière et le fait que de temps en temps, je me suis dit, bon allez, on fait un saut, on fait un saut, on fait un saut. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière et c'est pas maintenant que je vais en avoir un. J'aimerais que vous nous parliez de la petite fille que vous étiez. J'aimais lire. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu des livres toujours. Ce goût, cette appétence pour la lecture, ça a été extraordinairement formateur. Et cette petite fille que j'étais, je lisais et je dévorais les livres au sens propre parce que je mangeais des petits bouts de papier qui étaient les petits coins des pages. Mais si je raconte cette anecdote ridicule, c'est parce que c'était vraiment ça. J'avais envie d'apprendre, envie de savoir. Les livres m'ont permis de me projeter dans plein de possibles qui étaient tout autre que ce que je vivais quotidiennement. Je me souviens d'un prof que j'avais quand j'étais au collège, un prof d'histoire qui vraiment nous ouvrait des horizons. Il nous envoyait aux archives de la mairie pour faire des recherches sur le nombre de naissances, de décès. C'est là vraiment que j'ai compris l'histoire, ces sciences auxiliaires. Et pour moi, ça a été une ouverture sur la recherche, enfin, ce qui allait être après une partie quand même de mon début de carrière. Oui, lui, c'était quelqu'un de très, très inspirant et je m'en souviens avec beaucoup d'affection. Avez-vous bénéficié d'autres soutiens dans votre entourage? J'ai été pas mal poussée aussi par mes chefs directs, au moins 2 d'entre eux, mes DGS, qui m'ont dit mais faut aller plus loin, faut continuer, faut bouger, changer de poste. J'ai eu cette chance-là d'avoir des chefs qui avaient cette générosité de penser à moi, tout en me disant bon quand même si vous partez ça va être un peu compliqué, mais quand même si vous avez envie allez-y, je vous aiderai. Et pour le coup, ça, je le reproduis quand j'ai des collaborateurs de qualité qui me disent « mais j'ai envie de partir, je veux faire autre chose ». Je vais pas leur dire « restez, ouais, allez-y, je vais vous aider ». Et en particulier pour mes collaboratrices, parce que je veux vraiment qu'elles puissent progresser, faire carrière. Faut pas être égoïste de ce point de vue. Comment concevez-vous votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle ? Je suis madame tout le monde, c'est-à-dire voilà, je suis, j'ai 3 enfants, 2 filles qui sont adultes, un garçon qui a 19 ans, j'ai des amis, j'ai une vie professionnelle riche, une vie sociale, je fais du chant. Enfin, je consacre beaucoup de temps quand même à mon travail parce que c'est vraiment ce qui m'épanouit. J'aime ce que je fais et les soucis que j'ai avec mes enfants potentiellement, ou que j'ai pas d'ailleurs, mais enfin bon, que je peux avoir en tout cas avec mes enfants, avec ma mère quand elle était encore de ce monde, voilà, tout ça, bah, c'est les mêmes soucis que les autres. Voilà. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé quand mes filles étaient petites. Parce que elle râlait un peu, parce qu'évidemment depuis très longtemps, en fait, j'ai eu mon premier poste de directrice quand ma fille cadette est née à peu près. Donc j'ai été tout de suite quand elles étaient bébés très occupée, peu présente. Et j'avais la chance que mon mari à cette époque-là était plus disponible que moi, donc il s'en est beaucoup occupé. On avait la famille pas loin, donc c'était facile. Mais j'avais toujours les filles qui disaient ouais, les mères des autres, elles vont les chercher à la sortie de l'école et toi tu viens pas. Mais je leur ai toujours dit que c'était important pour moi de m'épanouir aussi, qu'il n'y avait pas qu'elle, quoi, que j'étais là aussi. Et que, par exemple, il y avait le travail, il y avait aussi la chorale. J'ai toujours chanté dans un groupe. Où que je sois, je trouve un groupe et je chante. Et je me souviens que ma fille cadette pleurait quand je partais à la chorale le mardi soir, parce que maman reste, etc. Et je partais, quoi qu'il en soit, et sans le moindre remords. Parce que j'ai toujours pensé que j'avais besoin de ça aussi. Je suis pas que une servante, servante de son travail, servante de ses enfants. Moi aussi, je veux me faire plaisir. Je souhaiterais savoir d'abord si vous avez rencontré et ressenti le plafond de verre dont on parle.
ressenti le plafond de verre, je le dirais pas comme ça. Ce que j'ai ressenti, c'est que on ne m'attendait pas nécessairement. Par exemple, quand j'ai pris mon premier poste de directrice, et je me dis tiens, ouais, super poste, ouais, ça m'intéresse, et je candidate. Et là, le DGS me convoque et me dit non mais j'aurais jamais pensé à vous pour ce poste-là. Merci, merci. Néanmoins, me dit-il, vous êtes une bonne candidate et donc je vous recrute sur ce poste. Et puis quand je suis arrivée dans une autre collectivité où l'équipe de direction générale, donc là j'étais déjà, l'équipe de direction générale était uniquement masculine, avait toujours été masculine. Et quand je suis arrivée, un d'entre eux m'a dit, de toute façon, on sait bien que tu as été recrutée parce que tu es une femme, hein. Et donc j'ai dit non, j'ai été recrutée parce que j'étais la meilleure à l'entretien. Mais j'ai senti qu'il allait falloir que je fasse ma place, que je joue un peu des coudes et que je me laisse pas faire. Donc ça a commencé par leur dire que tout ce qui était blague grasse au-dessous de la ceinture, dont ils se repaissaient quand même avant mon arrivée, ça n'allait plus être possible. Et vraiment, je l'ai porté beaucoup. Ouais, j'ai dû être un peu parfois brutale, parfois désagréable, pour faire ma place. Comme beaucoup de femmes, il y a aussi de l'autocensure inconsciente, c'est-à-dire des choses auxquelles peut-être je n'ai même pas pensé parce que parce que mon inconscient me dit mais non, laisse tomber. C'est assez féminin cette idée-là, sans vouloir tenir de propos sexistes, de se dire je veux faire au mieux et peut-être que quelqu'un ferait mieux que moi. Donc oui, je suis certaine que je ne suis pas indemne. On le place toujours sous la responsabilité des femmes. Hein. Comment vous êtes est-ce que vous n'êtes pas restreinte ou limitée? Mais d'où ça vient? Ça vient pas que de nous. Hein. Et après, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en tant que femme, on peut être habillée comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir une tenue de pingouin comme ont nos collègues masculins. Et non, mais c'est vrai. Ce côté libre de la présentation et de l'image que peut donner une femme, alors l'image corporelle, l'image physique de la femme comme ça, et ben ça, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un point qu'on a par rapport aux hommes, un point très positif. Sur une échelle de confiance en soi de 0 à 5, où vous situez-vous et pourquoi? Alors, de 0 à 5, ça aurait été jusqu'à 50, c'était plus facile. Non, alors, 4,5. Ouais. Mais en fait, je crois qu'on n'y arrive pas si on croit pas ça. Vraiment, je crois fondamentalement que si je crois pas à moi, mais qui va y croire? Quel est votre rapport à l'ambition? Je suis pas hyper ambitieuse. Par exemple, là, maintenant, à ce stade, je pourrais prendre un poste de DGS, directeur général des services, et ça pourrait être, l'ambition ultime, être calife à la place du calife. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je pense que un poste de DGA, par rapport à ce que j'aime, ce qui m'anime, faire des choses, etc., ça correspond plus à mes envies. Et je me dis, si je finis pas ma carrière comme DGS, le monde ne s'écroulera pas, je perdrai pas grand-chose, et au moins, j'aurais fait jusqu'à la fin ce que j'ai envie de faire, j'aurais été dans l'action, dans le concret, et pas juste dans la technocratie. J'essaie d'être quelqu'un d'accessible. Je ne veux pas avoir une image de personne qui est un grand chef dans son bureau. Ça, c'est pas moi. C'est pas de toute façon ma personnalité. Vous êtes-vous déjà trouvé en situation de devoir en faire plus pour être légitime? Oui, clairement. Mais quand je suis arrivée dans ce département dont je parlais tout à l'heure, où l'équipe de DG était uniquement masculine, il a fallu que je prouve que j'étais pas là sans motif. Oui, le leadership, il se construit pas en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Il faut vraiment rester soi, être sûr de soi. Mais rester la femme qu'on est. Enfin, faut surtout pas jouer un rôle. Pour les femmes, c'est une réalité quand même, hein, qu'en plus de leur poste de DG, elles doivent aussi faire tout le reste, s'occuper de la maison, des enfants, et que ça donne un plus considérable. On comprend les choses différemment, vraiment.
Puis le côté de, vous savez, je sais faire les devoirs, téléphoner à ma mère, préparer le repas, etc. Mais ouais, ça on sait le faire aussi. Et c'est un peu caricatural ce que je dis, j'en ai conscience, mais je crois que c'est quand même vrai. Vraiment, je crois que on est plus les pieds dans la boue, et ben ça aide quand même à comprendre les choses, à comprendre les gens. Et on a besoin, pour travailler efficacement, de comprendre les choses, de comprendre les gens. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme en début de carrière ? Alors, en début de carrière, c'est souvent le moment où on a les enfants petits, et où donc on se sent un peu coincé par les enfants, et donc on va pas forcément partir sur de grands horizons. Et pour le coup, il faut pas avoir de remords pour ça non plus. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais au ministère de la Culture, et puis j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, et lui, il était obligé de vivre dans le Sud parce que son travail était obligatoirement dans le Sud. Donc, je suis partie de mon boulot qui était intéressant à Paris pour venir dans le Sud pour faire quelque chose d'un peu moins intéressant. Puis, on a eu notre premier enfant, voilà. Et je n'ai aucun remords d'avoir abandonné une potentiellement carrière fulgurante au ministère de la Culture pour faire quelque chose de moins bien, parce que c'était aussi un bon moment. C'est certain que ça nous retarde par rapport aux hommes. Moi, ces années que j'ai passées dans le Sud, en famille, à faire un boulot qui n'était pas un boulot exceptionnel, c'est sûr que les garçons du même âge, pendant ce temps, ils commençaient déjà à prendre des postes de directeur. Et alors, voilà, moi j'ai fait un truc qui me plaisait. Si on veut être DGS à 30 ans, il y a un prix à payer. Ouais, ça c'est sûr. Mais le tout, c'est de savoir si on a envie de le payer ou pas. Si je vois une paire de chaussures à 850 €, si ma joie c'est de les avoir dans mon dressing, je vais payer 850 €. Il y a un prêt à payer, je vais le payer. Si une fois qu'elles sont dans mon dressing, je me dis oh là là, avec ces 850 €, tout ce que j'aurais fait, j'ai eu tort de payer le prix. C'est exactement la même chose pour la carrière. Si je dois regretter toute ma vie de pas avoir vu mes enfants petits et de pas m'en être occupé, c'est ballot d'avoir opté pour la carrière. Et il me semble qu'on peut se l'imaginer assez tous. Mais ce qui est sûr, c'est vraiment pas de remords. Donc, et puis, je me souviens d'un patron que j'avais qui me disait, au lieu de réfléchir pendant des heures à la meilleure solution, choisis-en une et réfléchis pendant des heures à la façon dont tu vas la mettre en œuvre. C'était peut-être un peu mieux, effectivement. Vous êtes engagé dans le réseau EGAL. Pourriez-vous nous expliquer l'utilité de ce type de réseau ? L'idée du réseau, c'est vraiment à la fois de donner des exemples, parce que dans le réseau, il y a des femmes à différents niveaux dans les hiérarchies, de donner envie, de donner des conseils, d'accompagner, de créer la confiance. Et puis, c'est cette notion qui se développe de plus en plus en ce moment de sororité. C'est-à-dire, on a vraiment des choses à se dire les unes aux autres et qu'on se dira très bien parce qu'on est passé par là. C'est une chance qu'on donne à toutes les femmes de la fonction publique en Normandie qui sont cadres ou qui veulent le devenir, de trouver là un lieu sécurisant où on va les écouter, où on va les aider, où on va vraiment les pousser aussi à faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce qui doit changer pour que l'égalité professionnelle femmes-hommes soit une réalité ? Il faut que les femmes prennent le pouvoir. C'est la seule chose qui doit changer. Et c'est pareil pour toute forme d'égalité homme-femme, professionnelle ou autre. Il faut que les femmes prennent le pouvoir. Non, mais on est obligé à un moment de tenir quelques propos féministes, sinon il faut pas se raconter d'histoire. Les femmes prennent des postes et avant ces postes, c'était des hommes qui les avaient. Donc, quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, les postes de pouvoir, entre guillemets, qu'on prend, on les prend aux hommes. Mais j'aimerais vraiment être
plus efficace pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue professionnel ou sur tous les plans. Ça, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. On voit bien que la situation des femmes dans notre pays, et alors a fortiori dans notre pays, mais bon, déjà dans notre pays, elle est quand même pas ce qu'elle devrait être. On a encore des situations tout à fait scandaleuses et moi je voudrais vraiment pouvoir contribuer à ça davantage parce que je pense que c'est une cause essentielle pour le bien-être de tous. Et si vous aviez une baguette magique, on va se l'imaginer, que changeriez-vous dans la fonction publique? Alors il se trouve que j'ai une baguette magique, hein. Voilà, parce que je suis une grande adepte de Harry Potter et j'ai la baguette magique de Hermione Granger dans mon bureau. Bon, pour l'instant, elle m'a pas trop servi, je connais pas bien les formules, mais bon, en tout cas, si j'avais une baguette magique, ce que je changerais, je pense, dans la fonction publique, c'est la lourdeur administrative. C'est ce côté qui fait que on n'écoute pas assez l'expérience usagée, l'expérience de l'habitant. On est dans nos bureaux, on n'est pas assez dehors, on n'est pas assez dans la rue, on n'est pas assez dans les supermarchés. Et alors pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les femmes, elles sont mieux placées que les hommes pour être dans cette compréhension de la vie. Et je pense que j'autoriserai davantage les agents à faire usage de leur propre expérience d'utilisateur, de leur propre expérience de la vie, et qu'on soit davantage dans notre concret. Moi, ma vie, c'est ça, j'ai connu ça, et voilà ce que je veux pour les gens parce qu'ils vivent la même chose que moi. Je pense que ça, c'est ce côté vraiment de lien avec l'habitant, il est hyper important. Donc Madame Lamure-Baudreux, tout d'abord merci de cette intervention. Vous nous avez dit que vous étiez au stade de votre carrière où vous aviez envie de partager, de dire aux femmes que c'est possible et qu'on peut y arriver. Vous vous êtes décrit comme quelqu'un d'inspiré, comme quelqu'un de normal, et que votre leitmotiv, si je peux dire, c'est rester soi-même à un niveau élevé. Vous avez également évoqué le fait que les femmes, on avait un avantage par rapport aux hommes, c'est qu'on avait la possibilité de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et qu'on connaissait les choses de la vie. Vous vous décrivez aussi comme quelqu'un qui aime la satisfaction du service rendu et que vous souhaitez être toujours plus efficace au service des habitants. Vous avez aussi eu un parcours avec des opportunités et qu'on vous a laissé la chance d'exercer des professions là où on vous attendait pas forcément. Et que vous êtes expérimenté dans votre travail et que c'est ça qui vous a donné votre confiance en vous, et que vous avez toujours créé une idée, l'idée fixe que l'on peut faire, qu'on n'a jamais peur dans son travail, qu'on impulse l'action, qu'on a une capacité de se rendre attractive. Et vous avez aussi, pour finir, enfin ce que je dirais sur vous, c'est que vous nous avez donné 3 moteurs essentiels, c'est de croire en soi, de sauter le pas, de ne jamais avoir peur, et de pas avoir de remords par rapport à sa famille et à son entourage. La personne en tant que femme professionnelle existe. Merci Clarisse, c'était très bien résumé. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Josiane Agua, Séverine Bagot-Renaud, Clarisse Chevalier, Alina Chisliac, Marilyn Deslandes, Angélique Félicité, Camille Grégorio, Ségolène Groual, Muriel Rivierez, Sonia Turgis et Hélène Jézéquel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.